Chapitre 2. Les signes précurseurs. 9 juillet 1980. France me rend visite. C'est une très belle jeune femme antillaise, métissée, aux traits délicats, très élégante. Je l'avais rencontrée dans un grand magasin, le BHV, où elle était vendeuse démonstratrice. Nous avions sympathisé, et la voilà. Tu veux que je te tire les cartes? Elle m'annonce qu'elle a décidé d'apprendre à prédire l'avenir, mais elle n'est que débutante et profite de l'occasion pour parfaire ses connaissances. Pour ma part, j'étais très dubitatif sur les possibilités de prédire l'avenir et j'avais tendance à l'assimiler au charlatanisme. Mais comme je me piquais d'avoir l'esprit ouvert et que j'étais curieux de savoir quel fond de vérité il pouvait y avoir, je me suis dit que l'opportunité était belle d'en savoir un peu plus sur le sujet et j'accepte. Elle sort ses cartes et me prépare un jeu de prédictions pour les 6 mois à venir, une par mois. Elle bat les cartes, me demande de les couper, puis les dispose en éventail et me demande d'en choisir 3 par prédiction. Pour les interpréter, elle sort un livre acheté peu de temps auparavant. Elle va pour l'ouvrir et par réflexe regarde sa montre. Oh, il est déjà si tard, il faut absolument que je parte. Tu vas noter les cartes sorties et leur position. J'ai besoin du jeu, mais je te laisse le livre que je reprendrai plus tard et tu te débrouilleras pour l'interprétation. J'étais un peu déçu de la voir partir si vite. Non pas que j'espérais des relations plus charnelles avec elle, mais parce que je croyais ne pas avoir mes prédictions. Et puis, je me suis dit que l'expérience serait encore plus intéressante si personne ne lisait dans mes pensées de façon intuitive ou par connaissance psychologique. Je me suis donc attelé à la tâche, sachant très bien que ce serait d'une manière très grossière, sans les subtilités et les liaisons que l'expérience peut apporter, s'il y a un fond de vérité. J'ai conservé le papier sur lequel les 6 prédictions étaient portées, et chaque mois, j'essayais de voir si elles correspondaient avec les événements passés. Le premier mois, oui, bon, peut-être. Bien sûr, tout est symbolique, allusif ou approximatif, et la relation avec les événements n'est pas forcément évidente. Deuxième mois, tiens, on dirait bien que c'était juste. Troisième, quatrième, ça correspondait de plus en plus à des événements anodins, mais quand même annoncés. Alors, j'ai commencé à m'inquiéter, car pour le 5e mois, il était prédit: petite femme brune, maladie, mort. Depuis 2 ans, j'avais une liaison avec une adorable petite chinoise du Vietnam d'1,50 m, Marie. Sans rien lui dire, pendant tout le mois, j'ai surveillé attentivement sa santé. Le mois s'est terminé et il ne lui est rien arrivé, pas même un rhume. Alors, on pourrait dire que la prédiction était fausse. Eh bien, pas du tout. J'avais un couple de chats siamois. Ils avaient le museau arrondi et non pas allongé comme c'est souvent le cas chez les siamois. Et malgré la réputation de cette race de chats, ils étaient très doux et gentils. À une époque, j'avais eu un lapin nain en liberté dans l'appartement. Il était complètement stupide et rongeait tout, les plantes et les fils électriques, sans même s'électrocuter, hélas. Prévoyant que l'avenir pouvait être dur financièrement, j'ai voulu le préparer psychologiquement et l'ai appelé gibelotte, comme la recette de cuisine, au cas où. Puis un ami m'a fait cadeau de la petite chatte. Avec la gibelotte, quoi de mieux que la purée? Je l'ai appelée mousseline, comme la marque alimentaire. Et puis ça sonnait bien. Elle était merveilleuse, sauf quand elle venait me mordiller le bout du nez pour me réveiller à 6 heures du matin. Finalement,
j'ai donné gibelotte à ma sœur, Martine, qui avait une petite lapine. Elle a très vite compris sa douleur quand ils ont commencé à se reproduire. Mais c'est une autre histoire. Le même ami qui m'avait offert Mousseline me fit cadeau d'un petit mâle pour lui tenir compagnie. Dans l'idée d'affirmer le caractère, je le baptisai Macho. Ces siamois étaient d'une lignée particulière, qui remontait à un tigre. Enfin, pas vraiment l'animal, mais la famille Clémenceau, le président qu'on avait surnommé le tigre. La condition liée à cette lignée était de toujours donner ses rejetons, jamais de les vendre. Donner des siamois quand on connaît leur prix de vente en boutique est assez facile, ce qui permettait d'avoir un couple et des petits. Au total, en comprenant les petits et avec le couple qui a succédé à Macho et Mousseline, Machito et Mai, 13 ou 14 chats ont défilé à la maison. Les portées de deux étaient un vrai plaisir, tant les chatons étaient mignons. Mais la fois où il y en eut 5 d'un coup, ce fut terrible. Il y en avait toujours un pour agiter les autres. Ils bougeaient, couraient partout, grimpaient, griffaient sans arrêt. Pas de calme. Plusieurs années après, j'ai dû me séparer de Machito, fils de Macho, et de sa mère, Tara, pour plusieurs raisons. Je n'étais plus chez moi, mais chez eux. Tara avait décidé de pisser au milieu de l'entrée, et il n'y eut aucun moyen pour l'en empêcher. Machito commençait à faire de gros dégâts, surtout sur mes œuvres. Il était plein de vie et courait à toute allure dans l'appartement, bousculant tout sur son passage. Je n'avais plus les moyens de les nourrir. Je les ai donnés à une vieille femme qui souffrait de solitude. Elle était folle de joie. Pour revenir à la prédiction, c'est Mousseline, à qui j'étais très attaché, qui est tombée malade et qui est morte pendant le 5e mois. Petite femme brune ou petite femelle, les cartes ne font pas la différence. Quant à la couleur, les possesseurs de chats siamois savent très bien qu'avec l'âge, leur pelage couleur sable devient de plus en plus foncé, brun-noir. Quelques années plus tard, Iris Claire, la grande galériste qui découvrit les nouveaux réalistes, Armand, César, Takis, etc., et dont je fus la dernière découverte, me révéla le secret du fameux bleu Yves Klein, ce qui me donna l'idée de préparer une exposition hommage à cet artiste, avec l'arrière-pensée de profiter de sa célébrité pour me faire connaître à mon tour. Pour la préparer, j'ai essayé d'appliquer la fameuse peinture sur mes toiles de diverses manières, au pinceau, au rouleau et surtout au pistolet. Quelle erreur! Je fus malade pendant 3 jours, et Macho, qui était à côté, m'observant travailler, en mourut. Cette peinture était un cocktail de piment en poudre bleu outremer foncé, de liant à bronzer, pour réaliser l'aspect bronze et non pas pour le bronzage solaire, et d'acétone, qui a tendance à durcir les artères, entre autres effets. On comprend mieux pourquoi Yves Klein, qui se prenait pour le génie du XXe siècle, est mort à 35 ans. Avec les 5 premières prédictions, on avait comme une montée en précision et en importance, comme si les premières étaient destinées à ébranler mes convictions, à éveiller mon attention et à me préparer pour la 6e. 2 femmes blondes, la mère et la fille, mauvaises. Des femmes blondes, il n'y en avait pas dans mon entourage, n'ayant de goût que pour les brunes. 26 novembre 1980. Je reçois un appel téléphonique d'une femme s'annonçant comme représentante d'un magazine arabe distribué en Arabie Saoudite et dans les Émirats, touchant les gens riches de la haute société. Elle me demande si j'étais intéressé
pour y faire paraître une publicité. J'ai tout de suite compris la raison de cet appel. Elle avait lu la page traitant de ma création avec la photographie d'un de mes tableaux, paru peu de temps auparavant dans un livre luxueux sur l'histoire de Rolls-Royce. Ce livre, financé par des parutions publicitaires haut de gamme, des décorateurs réputés ou de grands ensembliers, avait été initié par un homme qui avait particulièrement apprécié mes tableaux animés par la musique et m'avait proposé d'en échanger un contre cette parution. J'avais accepté en espérant pouvoir me faire remarquer de ce milieu. En réalité, cette page de publicité n'a eu aucune retombée financière. Mais avec le recul, j'ai réalisé que le livre de Rolls-Royce avait été un rouage de l'engrenage aboutissant à ma première révélation. Plus tard, Bernard Munier, l'initiateur de ce livre et grand collectionneur de Rolls-Royce, mit à ma disposition un modèle très ancien de sa collection afin d'en décorer l'habitacle avec un petit modèle conçu spécialement de mes tableaux lumineux, précurseur plus artistique des vidéos qui équipent aujourd'hui certaines automobiles. Cette Rolls resta stationnée près des Champs-Élysées, devant un restaurant à la mode, créé par Guy-Louis Duboucheron, locomotive du tout Paris. À l'occasion de la soirée de lancement qui fut un triomphe, où de nombreuses personnalités du cinéma, de la télévision, de la mode, etc. étaient présentes, j'avais accroché mes tableaux animés en musique. Donc, comme je l'expliquais à cette dame, n'étant qu'un artiste, je n'avais pas les moyens de m'offrir de la publicité payante. Elle me demanda davantage de précisions sur ma création et me dit que si j'étais partant, elle pourrait m'écrire un article dans son magazine. Bien sûr, je l'étais. Le premier tableau animé en musique que j'avais créé en 1977 avait été vendu 15 jours après sa finition, record de rapidité, à une princesse d'Arabie Saoudite et à un prix très au-delà de ce que je recevais pour mes simples toiles. Comme le début d'un conte des mille et une nuits. Cette vente a initié toute la suite de mes tableaux dits électroniques à l'époque, aboutissant aux découvertes qui furent à l'origine des extraordinaires aventures qui me sont arrivées. 2 autres tableaux furent vendus plus tard au roi du Maroc, Hassan II, par son décorateur que j'avais contacté d'une curieuse façon. À mon dernier voyage au Brésil, en 1975, j'étais entré à Recife, dans une boutique religieuse à la mode brésilienne, de rite macumba, imprégnée de traditions africaines. On y voyait des statues polychromes de la Vierge ou de Saint Georges terrassant le dragon. Si on prêtait attention, on remarquait des détails curieux. La Vierge avait une dent en or, par exemple. Pour les croyants, la Vierge chrétienne n'était qu'une apparence, destinée à tromper les autorités qui avaient interdit les rites africains au temps de l'esclavage. Et la dent en or précisait qu'il s'agissait en réalité de Yemanja, la déesse de la mer. Parmi les produits proposés, je remarquai une petite bouteille en verre contenant un liquide incolore qui aurait tout aussi bien pu être de l'eau. Son étiquette portait la mention Chama Dinheiro, ce qui veut dire appelle l'argent. Oh, voilà ce qu'il me faut, me dis-je tout en souriant intérieurement par incrédulité. Les années passant, je n'osais pas utiliser cette bouteille, me disant qu'il s'agissait probablement d'une stupide superstition, d'une arnaque, et je me demandais ce qu'il pouvait y avoir dans ce liquide destiné à être versé dans un bain. Un jour, me trouvant dans une situation financière difficile, comme ça fut, hélas, si souvent le cas dans ma vie,
je me sentis prêt à tenter l'expérience, au cas où. Donc, le dimanche soir, je me fais couler un bain et évite tout le contenu inodore de la bouteille. Le lendemain, alors que ma timidité naturelle m'empêchait souvent de téléphoner à des gens que je ne connaissais pas, je me décidai à appeler Paul-Louis Gastaud, qu'on m'avait indiqué comme étant un des plus importants décorateurs de Paris, travaillant presque exclusivement pour le roi du Maroc. Un monsieur probablement difficile à joindre. Je tombai sur sa secrétaire, et contrairement aux autres qui, à ce niveau, pratiquent un barrage fort difficile à franchir, elle fut très attentive à ce que je lui expliquais et me passa son patron. Je répète mon explication avec plus de détails. Je l'intéresse. On prend rendez-vous pour le lendemain. Il vient et m'achète le jour même le premier tableau pour son royal client, rétablissant par la même mes finances. Plus tard, j'ai appris par ses collaborateurs que j'avais eu beaucoup de chance, car d'habitude, il était injoignable, toujours en déplacement entre la France et le Maroc. Alors, coïncidence? Où est fait cette bouteille Chamaginero? Un reportage dans un magazine concernant d'éventuels clients si importants ne pouvait que m'intéresser. Et on prend rendez-vous pour la semaine suivante. 2 décembre 1980. On sonne. J'ouvre la porte. Surprise! 2 femmes splendides, sophistiquées, élégantes et blondes. Je suis venu avec ma fille. Immédiatement, je me suis souvenu de la prédiction. Mais ébloui par leur beauté, j'oublie mauvaise et les fais entrer. C'est un vrai choc, non seulement à cause de la prédiction, mais aussi par le coup de foudre instantané entre la mère et moi. On ne parle plus de reportage, mais de questions très personnelles, comme 2 amoureux en train de se découvrir. La fille ne dit pratiquement rien. Pour le peu qu'elle parle, il vaut mieux qu'elle se taise. Son intelligence ne paraissant pas très brillante. J'apprends qu'elle est la maîtresse du propriétaire du magazine, un Libanais beaucoup plus âgé qu'elle, ce qui vaut cet emploi à sa mère. Un deuxième choc. La mère s'appelle Françoise. Les cheveux sont coupés à la Jeanne d'Arc, une frange descendant bas sur les yeux, les côtés courts jusqu'aux épaules. Son signe astrologique est le Sagittaire. Elle me rappelait un souvenir douloureux, difficile à évoquer. J'avais connu une Françoise, la coupe de cheveux identique à la fin de notre liaison, mais en brune. Elle était métissée franco-vietnamienne et aussi du signe du Sagittaire. J'habitais dans le 15e arrondissement quand je l'ai rencontrée dans l'autobus. À cette époque, elle avait les cheveux très longs. Elle vivait avec quelqu'un dans l'immeuble mitoyen du mien. Mais en instance de séparation, moi je vivais avec Paula et sa sœur Jacqueline, elles aussi métissées franco-vietnamiennes. J'avais été amoureux de Paula et l'avais invitée à partir avec moi lors de mon premier voyage au Brésil, début 1973, surtout pour l'arracher des bras d'un autre garçon amoureux d'elle. Elle était très jolie et charmante, mais ne parlant presque jamais, et capable de rester des heures à examiner le bout de ses cheveux pour vérifier s'ils étaient fourchus, au lieu de s'intéresser au paysage exceptionnel qui s'offrait à nous dans cette découverte brésilienne. Elle était une très bonne infirmière. Pendant le séjour à São Paulo, je l'ai surprise en train d'écrire une lettre d'amour à l'autre garçon, lui disant qu'à son retour, elle se jetterait dans ses bras. Évidemment, ça ajoutait un froid. De retour à Paris, un jour, puis 2, puis 3 se passent, et elle est toujours là. Tu ne rentres pas chez toi? Lui dis-je enfin. Penaude, elle me raconta qu'elle était bien retournée dans l'appartement qu'elle partageait avec une copine,
mais que celle-ci s'était mise en ménage justement avec son amoureux et lui avait conseillé de rester avec moi, puisqu'elle n'avait plus d'endroit où habiter. À cette période, j'occupais, dans les bâtiments modernes au-dessus de la gare Montparnasse, un appartement assez spacieux pour vivre avec elle et héberger sa sœur, avec qui j'avais eu aussi auparavant une aventure sans connaître leur lien de parenté. Par la même occasion, je ne suis pas rancunier, ni jaloux, mais les relations n'étaient plus ce qu'elles avaient été. Par la suite, je suis retourné plusieurs fois au Brésil pour ma peinture, mais sans elle. J'ai commencé à me fatiguer de cet appartement moderne, sans âme, au 10e étage, avec des baies vitrées ouvertes d'un mur à l'autre et du sol au plafond. J'avais décidé de déménager, mais n'étant pas salarié, je ne pouvais pas louer à mon nom. Alors, nous avons emménagé ensemble dans un petit 2 pièces, rue Rosenwald, dans le 15e arrondissement. Un vieil immeuble au 5e étage sans ascenseur. Au début, j'étais content, tant les immeubles modernes m'avaient déplu. Mais au fur et à mesure que le temps passait, l'exiguïté du logis et les étages à grimper sont devenus de plus en plus déplaisants. Au bout d'un an, nous avons déménagé, encore tous les trois, pour le 10e arrondissement, près de la République et du canal Saint-Martin, dans l'appartement que j'occupe toujours, mais seul, depuis 1975. Quand j'habitais dans le 15e arrondissement, je ne pouvais pas recevoir Françoise chez moi, ni aller chez elle. Je me levais tôt le matin pour la voir dans un bistrot, prendre un café avant qu'elle se rende à son travail. Elle était secrétaire de direction. On se parlait beaucoup. Du moins, c'est ce que je croyais, car nos relations se dégradant, je me suis aperçu que c'était surtout moi qui me confiais et qu'elle engrangeait mes confidences pour les jeter à la figure, à la fin, transformées à sa manière. Nous nous retrouvions à Levallois, dans un studio servant de débarras, au milieu d'un bric-à-brac d'objets de toutes sortes et de cartons entreposés appartenant à un de ses amis, ou dans la chambre que je sous-louais comme atelier à cet ami électronicien qui était à l'origine de mes tableaux animés en musique. Parfois même, je la retrouvais pour le déjeuner à son bureau près de la porte-maillot. Et quand le personnel était parti, on faisait l'amour sur le bureau. Nous nous déplacions en Honda 750 Four, reine des motos de l'époque. Je me sentais comme un roi sur ma machine. Jusqu'au jour, le 19 juin 1975, où une voiture a surgi sur ma gauche à un carrefour. Choc violent. Je me suis réveillé sous un camion, ne sachant plus ce que je faisais, d'où je venais, où j'allais. Le pied gauche écrasé et les ailettes brûlantes du moteur imprimées sur le tibia, la moto détruite. Heureusement, je n'ai eu à passer qu'une nuit à l'hôpital. Et curieusement, je n'ai rien senti. Pourtant, quand on se cogne, même légèrement au tibia, c'est très douloureux. C'est seulement une trentaine d'années après que j'ai ressenti des douleurs lancinantes dans le pied gauche. C'est juste après cet accident, le 15 juillet, que nous avons déménagé pour cet appartement de la rue de l'Ancry, plus spacieux, avec de belles pièces hautes sous plafond mouluré, cheminées à l'ancienne avec miroir au-dessus, et seulement au 2e étage. Après, en août et septembre, je suis reparti au Brésil. Ce dernier voyage s'est très mal passé. J'ai été malade et il m'a laissé un goût amer. Avec le recul, je me suis rendu compte que mon destin exigeait que je revienne en France. 1976. J'ai continué à voir Françoise très souvent, tout en ayant d'autres aventures, en particulier avec Molly, qui était la haussienne, et d'autres dont je ne me souviens plus. Avec l'aide de Françoise, j'ai racheté une autre Honda que j'ai customisée, c'est-à-dire transformée si bien que de loin on la prenait pour une Harley-Davidson, mais en plus légère, plus élégante. Elle était superbe. En août,
J'ai raconté un gros bobard à Paula et je suis parti avec Françoise sillonner la Côte d'Azur en moto et la vallée de l'Ardèche. Je me sentais de mieux en mieux avec elle et je perdais l'envie d'autres aventures. Au retour, orage avec Paula et c'est la rupture définitive le 16 septembre. Le temps ayant passé, les esprits se sont calmés et j'ai revu Paula. Nous avons établi une nouvelle relation amicale, dénuée d'arrière-pensée, au point que je suis devenu le parrain de Mélodie, sa fille aînée d'un autre compagnon, s'appelant Anna aussi, puis le témoin de son mariage avec Christian, directeur de l'école où allaient ses enfants. C'est la seule de toutes celles que j'ai aimées qui a continué de me voir. Après cette séparation, nouvel accident de moto en 1976. Cette fois, j'ai été renversé par un jeune motard qui s'est penché à gauche comme s'il était en course, sans regarder et s'apercevoir que j'étais en train de le dépasser pour aller tout droit. Après une longue glissade rue de Condé, j'ai été arrêté par une très haute bordure de trottoir à l'angle de la rue Crébillon, dans le 6e arrondissement de Paris. J'ai atterri après un long moment d'angoisse pendant lequel je voyais le poteau d'un panneau de signalisation se rapprocher dangereusement, sans que je ne puisse rien faire, sur la seule partie de mon anatomie pouvant me protéger, les fesses. Ces poteaux sont la terreur des motards. Beaucoup d'entre eux se sont enroulés autour et ont cassé leur colonne vertébrale pour terminer paraplégiques dans une petite voiture le restant de leur vie. Dans l'accident survenu un an avant, j'avais perdu connaissance et n'avais rien senti émotionnellement. Cette fois, j'étais parfaitement éveillé, allongé sur le dos, un dimanche matin, avec un magnifique ciel bleu. Je ne pouvais pas bouger. Je ne devais pas bouger. Le moteur de la moto fracassé contre le mur continuait de rugir. J'avais très mal. J'avais peur. Une peur terrible d'être cassé en deux, qui a duré jusqu'à ce qu'on m'ait conduit aux urgences à l'hôpital et qu'on m'ait fait passer les radios montrant qu'il n'y avait qu'une légère fracture du bassin, pas très grave, ne nécessitant pas d'hospitalisation. Si je n'avais rien ressenti lors du premier accident, comme un avertissement sans frais, cette fois c'était très douloureux. Et pendant un mois, j'ai eu très mal aux fesses. Je devais me déplacer avec des béquilles. Par la suite, cet accident m'occasionna périodiquement pendant des années des douleurs à la colonne vertébrale. Intérieurement, j'ai perçu cet événement comme un coup de pied au cul du destin. J'ai compris que la moto était finie pour moi. C'était la première fois que j'éprouvais avec une telle intensité une présence me surveillant, me guidant, me protégeant. Paula était partie vers la mi-novembre et Françoise, s'étant libérée de sa liaison, je lui ai parlé mariage. Je n'avais plus Dieu que pour elle. Il n'était plus question que je m'égare ailleurs. Mais comme nous étions de grandes personnes, croyais-je lui proposai d'attendre le 1er janvier 1977 pour nous engager définitivement et débuter l'année par des vœux d'espoir. Que n'avais-je pas fait là? Mon deuxième enfer terrestre commença. Le premier fut avec Cindy quand j'avais 25 ans. Subitement, elle manifesta une jalousie infernale, complètement hors de propos, une suspicion permanente parfaitement injustifiée, le visage renfrogné, l'accusation au bout de la langue. On t'a vu dans le quartier de l'Opéra avec des japonaises. Faux, je n'étais pas là, ni avec des japonaises. Mais rien à faire pour l'en dissuader. Un jour, elle faisait une tête bizarre. Je lui en demande la raison. Elle se rappelait que plusieurs semaines auparavant, dans le métro, j'avais regardé une fille assise devant moi,
sans qu'il se passe rien, bien sûr. Ou alors elle me disait sur un ton un peu amène: ta tête se dévisse, si j'avais le malheur de tourner la tête au passage d'une jolie personne. Et sans arrêt, de pire en pire chaque jour. J'ai fait le compte. Elle me soupçonnait d'avoir une liaison avec au moins une quinzaine de femmes en même temps, et depuis moins d'un mois, alors que je n'avais plus de Dieu et de pensée que pour elle, et aucune possibilité de lui faire changer d'avis. Comment se fait-il que pendant 2 ans, tu n'as manifesté aucun signe de jalousie et que depuis qu'on a parlé mariage, tu as complètement changé? Ah, ce n'est pas pareil. Avant, on se voyait comme ça, mais le mariage, c'est sérieux. Ça concerne aussi ma famille. La jalousie est avant tout une maladie de la possessivité et surtout pas une preuve d'amour. D'ailleurs, elle commençait les rares lettres qu'elle m'avait adressées avant par mon moi. J'aurais dû me méfier. Mais j'étais très accroché et ne supportais pas l'idée d'une rupture approchante. Et comme elle ne voulait pas écouter mes paroles, j'ai pensé que si je lui donnais des preuves d'amour, elle pourrait changer d'attitude. Elle avait pu acheter un petit studio dans le 14e arrondissement, avenue du Maine. Il fallait le refaire totalement. Pendant près de 6 mois, délaissant ma création pour lui plaire, je l'ai retapé entièrement, en créant même une cheminée qui fonctionnait et un décor peint sur les fenêtres d'inspiration art déco. Je me suis épuisé au travail pour elle, et parfois il y avait des retours de flamme amoureuse. Mais malgré tous mes efforts, je la sentais m'échapper peu à peu. J'ai tout accepté d'elle, même de la partager, quand elle m'a annoncé qu'elle avait une liaison avec un jeune médecin. Mais il n'y avait aucune amélioration et mon moral faiblissait de jour en jour. J'étais tellement désespéré qu'un jour, prenant le métro à École Militaire, au début du quai, là où le métro arrive à pleine vitesse, j'ai eu envie de me jeter sous les roues. Je me tenais au bord, prêt à passer à l'action, quand, au moment où la rame arrivait, j'ai ressenti comme une main qui m'appuyait sur la poitrine et qui me poussait en arrière. J'ai reculé, toujours poussé par cette main invisible, jusqu'à ce que je me retrouve le dos collé au mur de la station. Puis, quand le train s'est arrêté et que les portes sont ouvertes, la pression, la tension est retombée et je suis monté dans le wagon. J'ai eu souvent des pensées suicidaires, mais c'est la seule fois où j'étais vraiment sur le point de passer à l'acte. Pendant plusieurs mois encore, j'essayais de la revoir, de plus en plus amère et déprimée. D'autant que je ne rencontrais personne d'autre qui aurait pu me changer les idées. J'étais dans une profonde solitude dépressive, alors qu'ironiquement, j'étais supposé avoir tellement de maîtresses. Par la suite, j'ai appris qu'elle avait fini par se marier et qu'elle était partie pour un tour du monde en voilier, seule avec son mari. Au moins, sa jalousie maladive n'avait plus de raison d'être, à moins que les sirènes. Pendant des années, je ne pouvais même plus prononcer son nom, tant sa simple évocation me serrait le cœur. Et ce 2 décembre 1980, me voilà face à une sorte de double, encore plus belle et attractive, mais encore plus perturbée, comme je l'ai appris par la suite. Après cette première prise de contact avec la Françoise du magazine, ouvrant des perspectives inattendues et encourageantes, nous eûmes quelques rendez-vous dans des restaurants. Bizarrement, je la sentais à la fois attirée et retenue, comme coincée. Malgré l'attraction manifeste, rien n'avançait, pas le moindre baiser. Pensant qu'il fallait laisser du temps au temps,
qu'elle avait peut-être connu aussi des expériences malheureuses et douloureuses, je patientai. Un jour, elle m'invite à venir lui rendre visite chez elle, à Aulnay-sous-Bois, où elle vivait près de la gare, dans un petit pavillon sans grand caractère. J'entends un chien aboyer. Elle m'ouvre, son chien, un boxer, n'arrête pas d'aboyer. Elle me reçoit dans un petit séjour très bon chic, bon genre de banlieue. L'animal continue d'aboyer et elle ne fait rien pour le calmer. Il n'y a rien de sensuel. Au bout d'une demi-heure, pendant laquelle je me demandais ce que je faisais là, j'ai compris pourquoi on appelle ces chiens des boxeurs, car ils me sautent au visage et m'envoient un coup de gueule comme un coup de poing. Quand on connaît un peu les animaux, on sait qu'ils ne font qu'exprimer les sentiments de leur propriétaire. Cette Françoise en avait certainement contre la junte masculine. C'est seulement après cet incident qu'elle se décide à enfermer son chien dans la cuisine. Pendant qu'elle s'affairait, je me lève et passe dans la pièce contiguë aux meubles couverts de livres. Au premier coup d'œil, je constate que ce sont des livres à la mode, qu'il est de bon ton d'avoir chez soi, mais qu'on ne lit pas forcément au-delà de la page de garde. Mon regard s'arrête sur la couverture d'un livre dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais encore jamais tenu dans les mains. Le livre des esprits d'Allan Kardec. Plus tard, j'apprendrai que ce livre a été écrit dans les années 1860 par Hippolyte Rivail. C'est le livre le plus vendu dans le monde après la Bible, bien qu'il soit très peu connu en France. Il est vrai que nul n'est prophète en son pays. À cette époque, il y eut la vogue du spiritisme auquel s'est intéressé Victor Hugo, qui essayait d'établir un contact avec sa fille décédée. Les esprits, entre guillemets, se manifestaient dans des séances pendant lesquelles les gens posaient des questions auxquelles ils répondaient de diverses manières. Par exemple, en déplaçant un verre ou tout autre objet devant des lettres. Bien que rejeté par les scientifiques qui n'y voyaient que tromperie et charlatanisme, les participants prenaient ces séances très au sérieux et établissaient un procès-verbal des questions et des réponses après chaque expérience. Hippolyte Rivail était un enseignant progressiste près de la retraite, ouvert aux nouveautés, qui s'intéressa à ce phénomène. Dans une séance, un esprit lui dit qu'il avait été dans une autre vie un druide appelé Allan Kardec, nom qu'il prit à partir de ce moment, et qu'il était revenu sur Terre pour faire la compilation de toutes ces séances et ainsi faire connaître au plus grand nombre l'existence d'une autre dimension de la vie. C'est ce qu'il entreprit. Sa tombe au Père-Lachaise à Paris reste constamment fleurie par les admirateurs de son œuvre. Ce livre est composé de questions et de réponses, synthèse de diverses séances, avec par endroits des commentaires nettement différenciés d'Allan Kardec. Il y a à peu près toutes les questions que le monde se posait au milieu du XIXe siècle, à peine modifiées à notre époque, sur la vie et la mort, les relations avec autrui, avec la société, etc. Je prends en main ce livre des esprits et l'ouvre au hasard. Par la suite, le mot hasard disparaîtra de mon vocabulaire et je comprendrai que les cartes, ou plutôt ce qui s'exprime à travers les cartes, m'avaient conduit à ce moment-là. Mon regard tombe sur une question et sa réponse. Question. Avons-nous un ange gardien? Réponse. Nous avons des esprits protecteurs. Certains sont incarnés et ne savent même pas qu'ils vous protègent. C'est par exemple la personne que vous croisez dans la rue et qui vous fait un grand sourire alors que vous êtes au fond du désespoir. Lequel sourire transfigurera votre journée
et vous sauvera peut-être d'un acte désespéré. Nous avons aussi des esprits protecteurs désincarnés qui peuvent nous apporter de l'aide à des moments difficiles de notre vie, comme des parents décédés. Nous avons aussi un esprit protecteur qui nous est principalement attribué. On observera qu'il n'est pas dit ange dans la réponse, mais esprit, ce qui a un côté plus scientifique et moins religieux. Françoise revint. Nous bûmes du thé, puis je repartis avec un arrière-goût d'insatisfaction et d'amertume à cause de cette relation ambiguë qui n'aboutissait à rien. 3 jours après, je me retrouve seul, plongé dans le noir, dans ma salle de séjour. J'étais au fond du désespoir. Ma peinture ne se vendait pas comme je l'espérais. Mes finances se portaient mal. Et surtout, mes amours ne se déroulaient pas comme je l'aurais souhaité. Cette Françoise blonde avait fait remonter à la surface toute ma dépression liée à la Françoise précédente. Et puis, il y avait Marie, l'adorable Marie. Je me traînais encore, l'âme en peine, plusieurs mois après ma rupture avec la Françoise brune. Le vendredi 18 août 1978. Alors que je descendais les escaliers d'accès au quai du métro station Gare de l'Est, je croise dans la foule une très jolie petite chinoise. Il y a beaucoup de monde et je n'ose pas l'aborder. Je continue jusqu'au milieu du quai, m'assois et me plonge dans un livre comme à mon habitude quand je voyage en métro. Il arrive. Je lève la tête et là, devant moi, elle est là. En montant dans le wagon, je m'arrange pour être près d'elle et nous engageons la conversation. Elle s'appelle Marie. Elle s'est trompée de direction et avait dû rebrousser chemin. J'ai cru pendant longtemps qu'elle était un peu tête en l'air, mais elle m'a affirmé plus tard que ce n'était pas du tout le cas, que ça ne lui était jamais arrivé de se tromper ainsi auparavant, ni même après, et qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. D'un seul coup, elle ne savait plus où aller, alors qu'elle était vive et très décidée, en vrai petit coq qu'elle était dans l'astrologie chinoise. A-t-elle été guidée par un esprit protecteur? Enfin, une lueur d'espoir dans mon désert sentimental. Mais le petit chameau m'a quand même fait tirer la langue pendant 1 mois avant de succomber à mon charme. Ensuite, nous avons vécu une belle histoire d'amour, nous enfermant certains soirs ou le week-end pour des fêtes érotiques à 2. Tout aurait pu être pour le mieux, mais je savais au fond de moi que cet épisode de ma vie ne pouvait être qu'une récréation. Trop de choses nous séparaient. 12 ou 13 ans de moins que moi, elle paraissait beaucoup plus jeune, très enfantine quand elle n'était pas maquillée, mais aussi très puérile. Je l'avais appelée ma petite fée sauvage. Elle ne s'intéressait pas du tout à ma création artistique et refusait, en petite sauvageonne, de voir du monde, ce qui constituait une gêne sérieuse quand on doit aller à des vernissages ou des soirées pour se faire connaître. Elle n'aspirait qu'à avoir des enfants et une vie de famille banale, ce que je ne pouvais pas lui offrir, n'ayant aucune envie de ce genre de vie. Je sentais bien que nous ne pouvions que faire un bout de chemin ensemble. En juillet-août 1980, nous étions partis pendant 5 semaines à l'aventure sillonner la Provence et la Côte d'Azur, région que j'aime tout particulièrement. Dans une fourgonnette Volkswagen, un combi aménagé en camping-car que j'avais racheté d'occasion à un copain artiste. On s'était beaucoup amusé. On avait même pratiqué le nudisme sur les plages très peu fréquentées de l'Estérel, en s'amusant à choquer les rares baigneurs. Elle s'était épilé le sexe et du coup paraissait très enfantine. Une Lolita. Tant que nous n'étions que tous les deux, les relations se passaient bien. Mais à la longue, une certaine monotonie s'installa et au retour, nos divergences de vue s'accentuèrent.
Et quand je reçus la visite de Françoise numéro 2, nous étions déjà sur la pente descendante. C'est tout ça qui contribuait à mon désespoir après la visite à Aulnay-sous-Bois. Janvier 1981. Donc j'étais là, dans le noir, prostré, abattu, dans la position du fœtus. Et soudain, je me suis souvenu de ce que j'avais lu dans le livre des esprits, et me dis, sans y croire vraiment, que si l'ange gardien ou esprit protecteur existait, c'était le moment ou jamais qu'il se manifesta. Surprise, instantanément, quelque chose se passe, quelque chose d'inattendu, d'immatériel. Je ressens autour des pieds un frémissement qui s'élève et devient un anneau d'énergie montant doucement le long des jambes. J'étais stupéfait et j'ai eu largement le temps d'analyser le phénomène pendant la montée continue. Tout ce qui était en dessous de l'anneau énergétique se sentait bien, très bien, un peu, en beaucoup mieux, quand après une longue marche, on plonge les pieds dans un bain bien chaud à la température idéale, on a une sensation de détente, de relaxation, de bien-être. La montée de l'énergie continuait sans arrêt et m'est venue à l'esprit la question un peu inquiétante de ce qui se passerait arrivé à la tête. Bof, au point où j'en suis, allons-y, on verra bien. Et j'ai vu, pour la première fois sans mes yeux, dans le noir, les paupières closes. Arrivé à la tête, l'énergie est sortie divisée en deux lignes partant des tempes de chaque côté de mon crâne. Environ 5 cm de diamètre, lisse, grise, luisante, arrivant à une hauteur que j'estimais être celle du plafond, se reliant à une forme sphérique dont je ne voyais que le dessous. Elle était aussi lisse, grise, luisante. Mais en plus des deux bras qui me reliaient à elle, elle avait comme des pseudopodes que je n'ai pas pu compter, des excroissances, un peu comme la coque d'un marron, mais ne piquant pas, arrondi, doux. Par la suite, on m'a expliqué que les statues présentant Moïse avec des cornes exprimaient en réalité un phénomène de même nature. Cette vision n'a pas duré longtemps, une fois que le contact a été établi. Puis, plus rien que le noir. Mais je me sentais bien et je n'ai plus jamais été victime de dépression profonde, même si, longtemps après, face aux difficultés, contrariétés, déceptions en tout genre et la durée incroyablement longue de ma recherche, j'ai eu plusieurs fois des moments de déprime, mais rien à voir avec ce que je ressentais avant cette expérience. J'ai revu plusieurs fois cette Françoise blonde, toujours aussi coincée, et il ne s'est jamais rien passé entre nous. Elle ne m'a jamais publié d'article. Elle était bien la mauvaise annoncée par les cartes, mais aussi l'instrument me permettant cette vision qui a bouleversé ma vie. Elle a quand même eu la gentillesse de m'offrir le livre des esprits. Avant de commencer la lecture, je revoyais le sourire goguenard des matérialistes soi-disant scientifiques qui le condamnaient à cause de son contenu spirit, entre guillemets, sans même l'avoir lu. Je dois reconnaître que j'étais un peu dans cette attitude, malgré l'expérience que j'avais vécue, et qu'en ouvrant le livre, j'étais très suspicieux, guettant le moment où, dans ces questions-réponses, j'allais découvrir des âneries, des imbécilités, des faussetés. Il m'a fallu à peu près 6 mois pour le lire, car chaque question-réponse portait à la réflexion. Ce livre ne peut pas se lire comme un roman. Je n'y ai rien trouvé de répréhensible, bien au contraire. Les réponses étaient souvent très en avance, au moins d'un siècle, sur les mœurs et les connaissances de l'époque.
en particulier sur le rôle des femmes dans la société et sur le divorce. Je ne peux que le conseiller vivement comme première lecture aux personnes insatisfaites du monde dans lequel elles vivent et qui souhaitent aborder un univers plus spirituel. C'est une très bonne initiation. Plusieurs fois, je me suis amusé à l'ouvrir au hasard, entre guillemets, quand je recevais des visiteurs. À chaque fois, les réponses les concernaient directement. Par exemple, une fois, j'ai reçu 3 jeunes femmes noires, africaines et antillaises. Je fais l'expérience et je tombe sur la question de l'esclavage. J'étais un peu inquiet de ce que j'allais découvrir, car le livre a été rédigé avant la guerre de sécession aux USA, et l'esclavage y était encore en vigueur. La réponse était claire: une condamnation sans appel de l'esclavagisme. Dans les années qui ont suivi, j'ai lu beaucoup de livres de plus ou moins haute spiritualité, comme par exemple le Bardo Thodol ou Livre des morts tibétains, décrivant le passage de la vie à la mort et de ce qui suit. Je n'ai jamais eu à chercher ces livres, ni à les acheter. Ils m'arrivaient dans les mains, prêtés ou donnés, toujours au moment opportun et dans une gradation correspondant à mon niveau de connaissance.